Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire consolide son partenariat avec le Fonds vert pour le climat. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a accordé une audience à Catherine Kaufmann, directrice région Afrique. Un fonds dont le bureau régional s'ouvre bientôt à Abidjan. Le pays entend donc renforcer la coopération bilatérale en matière de financement climatique. 152e Assemblée de l'Union interparlementaire en Turquie. Les présidents des deux chambres du Parlement ivoirien participent à la rencontre à Istanbul. Patrick Hachi et Kandia Kamara, reçus par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Un moment pour évoquer le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Un fonds souverain stratégique, c'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres du 15 avril dernier. L'objectif est de gérer et valoriser les actifs stratégiques de l'État, financer les grands projets d'infrastructure qui vont contribuer à la transformation structurelle de l'économie et faire face aux chocs exogènes. Les explications dans ce journal. Et puis le détroit d'Ormuz est complètement ouvert. C'est ce qu'a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères dans l'après-midi. Une décision qui a provoqué la joie du président américain Donald Trump a assuré qu'un accord avec Téhéran est très proche. Veut renforcer sa coopération en matière de financement climatique. Bientôt l'installation du bureau régional du Fonds vert pour le climat à Abidjan. Le Premier ministre a reçu Catherine Kaufmann, directrice région Afrique. On en parle avec Marie-Chantal Akandan et Adam Akiri. La Côte d'Ivoire renforce son rôle de pôle majeur dans la gouvernance climatique en Afrique. Reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la directrice région Afrique du Fonds vert pour le climat, Catherine Kaufmann, a salué l'engagement des autorités ivoiriennes dans la lutte contre le changement climatique. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération avec le Fonds vert pour le climat et l'installation prochaine de son bureau régional à Abidjan, qui couvrira l'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre. Les discussions ont également porté sur les priorités d'investissement, notamment dans les financements climatiques et les projets d'énergie renouvelable, dont plusieurs sont en cours de finalisation. À ce jour, ce sont 18 projets approuvés, représentant environ 115 milliards de francs CFA de financement, qui bénéficient directement ou indirectement à la Côte d'Ivoire. Nos échanges avec Monsieur le Premier ministre ont permis de saluer les progrès remarquables réalisés qui positionnent la Côte d'Ivoire comme un leader économique régional et de définir les priorités en matière de financement climatique. À ce jour, 18 projets ont été approuvés, représentant environ 190 millions de dollars, soit près de 115 milliards de francs CFA. Nous poursuivrons la préparation de nouveaux projets, notamment dans les énergies renouvelables, ainsi que le renforcement des capacités nationales, afin de soutenir des initiatives durables et à fort impact pour les populations. Une rencontre qui marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Fonds vert pour le climat. Un autre pan de la coopération nous conduit en Turquie. Il se tient à Istanbul, la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat multiplient les audiences. Patrick Hachi et Kandia Kamara ont été reçus par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. On en parle avec notre envoyé spécial, Herman Guivet. Rencontre bilatérale entre Nicolas Stefanuta, le vice-président du Parlement européen, et Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au Istanbul Bomonti Center. Dans le cadre des accords qui lient l'Union européenne avec l'Afrique et les Caraïbes Pacifiques, des investissements sont envisagés. Des questions liées à la lutte contre la déforestation ont été également abordées au cours de leur entretien. On a parlé des relations parlementaires. On compte avoir une visite des parlementaires ivoiriens venant à Bruxelles, à Strasbourg, pour renforcer tout ce qui est important dans la relation bilatérale. Séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, et le président du Parlement du Ghana, Alban Soumana Kingsford, rappelant la proximité, l'interculturalité et l'intercomplémentarité économique entre les deux pays. Les deux présidents d'Assemblée nationale ont convenu que les relations interparlementaires devraient être renforcées pour donner plus de réponses et de force aux aspirations des populations dont les parlements sont les représentants. Ils ont convenu de se rencontrer à brève échéance pour approfondir les
les échanges sur l'accompagnement parlementaire aux politiques de développement dans l'industrialisation pour donner une plus-value à leurs matières premières, agricoles et minières. Patrick Achi, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a également eu une séance de travail avec Toko Dididza, la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont une excellente coopération au niveau parlementaire. Et là, nous souhaiterons faire avancer cette coopération encore plus loin avec la force de ces deux parlements que nous sommes. Et nous espérons qu'avec tout ce que nous avons fourni comme échange aujourd'hui, cela pourra nous aider à avancer encore mieux, que ce soit sur l'aspect politique et même au niveau au-delà même du Parlement que nous avons dans nos deux pays respectifs. Agenda fourni pour le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, qui s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Tran Man, qui conduit une forte délégation à ses assises. Les deux présidents se sont félicités du renforcement progressif des relations bilatérales, illustré par la régularité des échanges de haut niveau depuis 2014. Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, la présidente du Sénat, Candia Camara, ont été reçus en audience par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus. Plus d'une demi-heure d'échange pour évoquer le dynamisme de la coopération tous azimuts qui lie les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, et la présidente du Sénat, Candia Camara, ont transmis les salutations fraternelles de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aux plus hautes autorités de Turquie et précisément au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Et on reste là-bas à Istanbul avec Ayman Guivet. Voyons le grand débat général sur le rôle des parlements en faveur de la paix et de la justice pour les générations futures. Au nom du Parlement ivoirien, la présidente du Sénat, Candia Camara, a présenté les initiatives engagées pour la paix et la justice. Cultiver l'espoir, assurer la paix et garantir la justice pour les générations futures, le thème retenu pour conduire le débat général à cette 152e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le Parlement ivoirien, hautement représenté à ce débat général par le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, et la présidente du Sénat, Candia Camara, porte-parole de la Côte d'Ivoire, à cette tribune. L'action parlementaire dans le pays est déjà ancrée dans les sillons portés par le sujet arrêté pour ce débat général. Des actes concrets en témoignent. Avant l'instauration du Sénat en 2016, l'Assemblée nationale a joué un rôle déterminant dans la résolution des crises que notre pays a connues. Le Parlement ivoirien s'est affirmé comme un pilier de stabilité institutionnelle en contribuant à l'adoption de lois d'amnistie et la réforme du cadre électoral, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes d'indemnisation des victimes. Avec la création du Sénat en 2016, le Parlement ivoirien renforce cette dynamique en assurant une meilleure représentation des collectivités territoriales et de la diaspora ivoirienne. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire a initié en 2024 un forum national de la diaspora conçu comme un instrument stratégique de mobilisation des compétences et des ressources de nos compatriotes établis à l'étranger en faveur du développement économique et social de notre pays. Nous avons organisé en mars 2026 un symposium international sur les collectivités territoriales consacré à l'accélération du processus de décentralisation. Consolider la paix. Le Parlement ivoirien exerce sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques afin de garantir leur adéquation permanente avec les attentes légitimes des populations. Sur notre initiative, l'Association des Sénats d'Afrique a été créée en 2024 afin de fédérer les actions des chambres hautes du continent autour des impératifs de paix, de stabilité, de gouvernance démocratique et de développement durable. L'histoire retiendra qu'à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, le Parlement ivoirien s'est dit prêt à avancer aux côtés de ses pairs pour l'atteinte des objectifs fixés dans un esprit de solidarité et d'action. Et ici en Côte d'Ivoire, tout est mis en place pour faciliter les services. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'imprègne du fonctionnement du Centre de relations usagers et clients de la fonction publique, un moyen de facilitation d'accès aux documents administratifs. Et Janaka Ouele a salué cette initiative qui est une référence en termes d'innovation du service public. Franck Wadio, Désiré Afo.
La routine, au centre de relations usagers-clients de la fonction publique, ce fonctionnaire est pris en charge par le service client. Une attestation de prêt bancaire, il fallait mettre au moins près de 2 à 3 semaines. Souvent même à 1 mois, ça ne sort pas. Voilà, maintenant, c'est 3 jours après, 72 heures. En tout cas, c'est bon. Un délai maximum de 7 jours en moyenne pour les actes de réclamation de clients. Des usagers clients satisfaits, c'est l'objectif premier de la création de ce centre le 26 juin 2023 et les résultats sont aujourd'hui tangibles selon le directeur de la qualité. Plus de 138 000, soit 98,8% de fonctionnaires reçus en raison de 220 usagers par jour. Une réussite dont s'imprègne le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. Eugène Akaolé, à la tête d'une forte délégation, est l'hôte de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le centre de relations usagers-clients n'est pas une simple innovation technique. Il est le reflet d'un choix politique assumé. Ses missions sont claires: accueillir, orienter, suivre, traiter et évaluer les préoccupations des usagers clients avec célérité, rigueur et transparence. Pour soutenir cette ambition, nous avons déployé le logiciel de gestion de la relation usager-client, le Logirec. Une plateforme pour gérer à distance les préoccupations des fonctionnaires et pour toute la délégation, une visite in situ. La fonction publique est en marche dans sa transformation et nous sommes heureux d'être venus pour nous imprégner. Nous sommes venus en immersion pour pouvoir continuer à faire nos réflexions à l'effet de donner nos modestes avis au gouvernement pour l'accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le CESEC et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'engagent autour de la même vision, une administration publique plus proche de ses usagers. Et allons à Washington où la Côte d'Ivoire consolide ses liens de coopération économique. C'est à l'occasion des réunions du printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Plusieurs rencontres stratégiques à l'agenda de la délégation conduite par le ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Coulibaly, en ligne de mire le renforcement de la coopération avec le MCC, le Millennium Challenge Corporation et l'ensemble des partenaires au développement. Envoyé spécial, Serge Colléa. Réunion de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington, cadre d'échange et de renforcement de la coopération pour la délégation ivoirienne, avec à sa tête le ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Coulibaly. Entre autres objectifs, accélérer la transformation économique et mobiliser des financements structurants. Au nombre des rendez-vous capitaux, la signature de l'accord de mise en œuvre du programme du MCC, Millennium Challenge Corporation, doté de 300 millions de dollars, soit 167 milliards de francs CFA. Cet accord va permettre de renforcer le réseau électrique ivoirien, soutenir le marché régional de l'électricité et faire du pays un hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Un projet structurant qui traduit la qualité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un accord de mise en œuvre du MCC qui a été signé l'année dernière au mois de septembre. Donc avec la signature de l'accord de mise en œuvre avec le MCC, l'équipe de pilotage pourra déployer maintenant toutes les activités, aussi bien au niveau technique qu'au niveau opérationnel, visant à faire en sorte que la Côte d'Ivoire constitue un hub régional et que la Côte d'Ivoire puisse servir en fait de plateforme pour servir l'ensemble de la région en matière d'énergie. Il y a aussi que ce projet régional du MCC va développer des capacités au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un volet renforcement de capacité, il y a un volet également modernisation, disons, des infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons signé un accord avec le groupe ABD, un accord de 500 millions d'euros permettant de financer des projets au niveau de 3 secteurs, la santé, l'éducation, mais également l'hydraulique. Autre moment clé, le forum consacré au plan national de développement PND 2026-2030, présenté par le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra-Souba. Nous avons insisté sur un point concernant la mobilisation de tous les instruments pour accompagner le secteur privé national
et le secteur privé régional et international à nous permettre de réaliser le PND. Et cela a été important pour nous. Le ministre de l'économie, des finances et du budget et sa délégation ont multiplié les rencontres de haut niveau ainsi que des audiences, des échanges centrés sur le financement de l'économie et la poursuite des réformes. Et toujours en économie, annoncé il y a seulement 48 heures, la création d'un fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, gérer et valoriser les actifs stratégiques de l'État, financer les grands projets d'infrastructures qui vont contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Un fonds qui va aussi permettre de faire face aux chocs exogènes. Mahama Traoré revient sur l'intérêt de la mise en place de ce fonds souverain. Atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, c'est aussi faire des choix majeurs, comme celui de la création d'un fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le FSDI est le complément cohérent de cet écosystème d'instruments publics qui vise à doter l'économie nationale de capacités de financement importantes et innovantes. Dans le cas ivoirien, le fonds souverain aura 3 composantes appelées sous-fonds. Un dédié au développement des infrastructures, un autre dédié à la stabilisation économique et enfin un 3e sous-fonds destiné au placement financier stratégique. En la matière, la Côte d'Ivoire s'inspire des modèles les plus réussis à travers le monde. Il y a beaucoup d'exemples de fonds souverains. Je pense notamment au fonds à Singapour où il y a un fonds souverain qui est mis en place. Je pense également à la Corée du Sud qui a mis en place un fonds souverain. Et puis il y a aussi, par exemple, la Norvège qui a mis en place un fonds souverain. Vous savez, et ça a été aujourd'hui des déclics pour le développement de ces États. La Norvège aujourd'hui, c'est un pays qui a un fonds souverain déclaré de 300 000 euros par tête d'habitant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait un choc qui se passe sur le marché extérieur et qui fait que le pays n'est plus en capacité de vendre ou bien d'exploiter son pétrole, ce fonds-là permet de pouvoir soutenir l'économie locale. Prenons l'exemple des hydrocarbures. Avec les importantes découvertes faites ces dernières années, selon cet expert, l'usage efficient d'un fonds souverain va contribuer à l'essor de ce secteur. Pour pouvoir passer du stade de la qualification de ressources, qui est le bloc, le potentiel existant, à la réserve, qui est le bloc de quantité exploitable, il nous faudra quoi? Des finances. Il nous faudra des moyens techniques et il nous faudra des moyens humains. Les finances, il nous faudra de l'argent. Si nous voulons exploiter massivement tout ça, il nous faudra aussi investir dans des équipements qui nous permettent de pouvoir faire la recherche, pouvoir faire la production, pouvoir faire le développement. Et une fois que tout cela est produit, il faut encore des raffineries supplémentaires parce que le nombre d'habitants va augmenter. Alors, comment sera alimenté le Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire? Le FSDI sera financé notamment par l'affectation d'une quote-part des revenus tirés de l'exploitation des matières premières minières et énergétiques, ainsi que par le transfert d'actifs publics. Sur la scène politique, l'annonce de la création de ce fonds souverain fait réagir la gauche ivoirienne. Awa Dombelo, candidat à la présidentielle d'octobre 2025, s'en félicite. Un pas important est franchi avec la création d'un fonds souverain stratégique et on observe un consensus technique sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de mieux capter la rente de ses ressources naturelles. En mettant en place ce fonds souverain, ça veut dire qu'on a certes le souci du présent, mais davantage le souci du futur avec nos enfants qui arrivent. Et donc, je crois que c'est une victoire d'ensemble, une victoire globale, aussi bien pour l'opposition que pour le gouvernement. Pour l'heure, le Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire est encore au stade de projet de loi à soumettre à l'aval du Parlement avant sa mise en œuvre effective. Autre chose dans l'actualité ce soir, le ministre des Eaux et Forêts renforce la lutte contre les atteintes aux ressources naturelles. Un détachement de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention est installé sur le site de la base opérationnelle des Kankro. C'est dans le département de Toumoudi. Jacques Saoré Conan a exhorté les agents déployés à faire preuve de rigueur et de réactivité. Soro Corona.
Le site de la base opérationnelle des eaux et forêts de Kahankoro dans le département de Toumoudi dispose désormais d'un détachement de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention BSI pour renforcer la lutte contre les atteintes aux ressources naturelles. Au cours de la cérémonie d'installation, le ministre des eaux et forêts indique que ce déploiement traduit la volonté du président de la République Alassane Ouattara de doter les zones sensibles des dispositifs efficace de protection des ressources forestières, fauniques et en eau. Selon Jacques Assaouré, les efforts engagés par l'État de Côte d'Ivoire en matière de préservation de l'environnement sont confrontés à plusieurs menaces, notamment l'exploitation forestière, le braconnage, les feux de brousse et la dégradation des cours d'eau liés à l'orpaillage illégal. Pour endiguer ces fléaux, il apparaît plus que nécessaire d'apporter une réplique appropriée. C'est en cela que ce site de Kahankoro a été aménagé pour acquérir d'abord la base opérationnelle de lutte contre les feux de brousse. Et à ce dispositif initial, nous ajoutons aujourd'hui un détachement qui aura pour mission d'engager une lutte féroce contre la criminalité en matière forestière. Pour permettre au détachement de la BSI de bien mener leur mission, les chefs traditionnels et les populations de Kahankoro sont invités à collaborer étroitement avec les agents en dénonçant toute activité suspecte. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a lancé un système intégré de gestion et de suivi des déchets industriels dangereux. Selon Abou Bamba, cette plateforme permet notamment de gérer la traçabilité des déchets dans un esprit de transparence des opérations. Il y aura donc un suivi de la production à l'élimination. Grâce Kando. Le SIGZID marque la fin de l'impunité environnementale dans les filières de déchets industriels dangereux en Côte d'Ivoire. Nous allons identifier et sanctionner systématiquement ceux qui gèrent mal les déchets industriels. Toute entreprise qui contournera ses obligations réglementaires sera repérée et fera l'objet de poursuites administratives et judiciaires. Ces propos du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique pour appeler les acteurs des déchets industriels à une gestion rationnelle et rigoureuse des résidus. Eh bien, pour y parvenir, un système intégré de gestion et de suivi des déchets industriels dangereux a été développé. Une plateforme numérique qui gère la traçabilité des déchets industriels depuis la production jusqu'à l'élimination. Les déchets industriels dangereux ont un caractère toxique pour l'homme et l'environnement. Chaque année, on produit autour de 625 000 tonnes de déchets industriels, dont 30 à 40% sont contrôlés et le reste échappe généralement à la filière agréée de gestion. Donc le SIGZID vient comme prévenir, alerter sur toutes ces dérives-là. C'est un système qui permet d'avoir plusieurs types de données qui peuvent être gérées en même temps. Et donc nous avons couplé avec un système de tracking. Donc aujourd'hui, tous les transporteurs et traiteurs qui sont agréés ont des camions qui seront balisés, c'est-à-dire on va poser une balise de géolocalisation dessus et on pourra tracer le déplacement de ces camions. Dénommé SIGZID, ce système national de gestion des déchets est un instrument stratégique qui permettra la mise à disposition des données fiables, actualisées et exploitables pour une meilleure prise de décision. Avec cette nouvelle plateforme, la Côte d'Ivoire franchit une étape décisive dans la gouvernance environnementale des déchets. Et en santé, maintenant, le carnet de vaccination est revisé pour les voyages internationaux. Le document a été essentiel pour la surveillance sanitaire aux frontières. Un carnet qui est en conformité désormais avec l'amendement du règlement sanitaire international. Un délai de 6 mois à partir de ce 15 avril est fixé pour avoir le nouveau document en vigueur. On en parle avec Didier Nguessa. C'est un compagnon de voyage qui atteste de votre situation vaccinale. Sa validité par les autorités sanitaires vous autorise à entrer ou à sortir d'un territoire. Le carnet international de vaccination est désormais révisé en Côte d'Ivoire pour s'aligner sur le règlement sanitaire international. L'Institut national d'hygiène publique, INHP, lance l'opération de renouvellement du carnet. Nous avons mentionné dans ce nouveau carnet qu'une seule dose suffit à protéger à vie. Les changements, c'est que nous avons des rubriques pour d'autres vaccinations, notamment la méningite cérébro-spinale ou épidémique, la fièvre typhoïde ou d'autres vaccinations. Pour les usagers et les voyageurs, nous avons précisé par exemple
qu'il faut être vacciné au moins 10 jours avant le voyage pour que le certificat soit valide. C'est une information très très importante, qui sera difficilement falsifiable. Nous avons procédé à la révision de ce document afin d'en renforcer l'authenticité, la traçabilité et la conformité aux standards internationaux. Les premiers carnets révisés de vaccination ont été remis symboliquement. Les voyageurs disposent d'un délai de 6 mois à compter du 15 avril pour obtenir le nouveau carnet de vaccination. Les tarifs restent inchangés. Ce renouvellement vise à clarifier et à harmoniser les pratiques administratives, à reconnaître la protection conférée par la vaccination contre la fièvre jaune lorsque celle-ci est avérée et à renforcer les garanties d'authenticité et de traçabilité des informations consignées. En plus du carnet physique, la version numérique est également en projet. Et toujours en santé, le gouvernement accélère aussi la prise en charge des victimes des accidents de la route. Le fonds de garantie automobile se rapproche des patients. Un bureau est ouvert au CHU de Treichville, un dispositif rapide, efficace à la disposition des usagers. Jean-Luc Bambo, Barnabé Kona. Aux urgences du CHU de Treichville, les accidentés de la route affluent en permanence. En 2024, ils représentaient 61% des admissions chirurgicales. Encore plus de 57% en 2025. Pour une meilleure prise en charge, le fonds de garantie automobile s'installe désormais au cœur de l'hôpital. Un bureau de liaison inauguré ce 15 avril. L'ouverture de ce bureau, au-delà des actes administratifs, traduit la volonté du gouvernement ivoirien de mettre la vie humaine au cœur de ses priorités. Ce qui explique notre ferme volonté, notre engagement collectif de rapprocher les services du fonds des victimes des accidents de la circulation. L'objectif, réduire les délais et améliorer la prise en charge. Ici, les dossiers sont traités sur place, le suivi se veut plus rapide et plus humain. Le FGA intervient désormais immédiatement et systématiquement pour couvrir les frais médicaux de toutes les victimes admises aux urgences des hôpitaux publics, et ce, sans condition, jusqu'à la fin de l'hospitalisation. 11 structures sont annoncées sur toute l'étendue du territoire pour que, face à l'urgence, chaque vie compte davantage. Et en culture maintenant, le plus grand marché des arts du spectacle se poursuit à Abidjan. On en parle tout de suite. Et au cœur de ce Massa, les enfants prennent une part active avec le Massa Fitini. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est allée visiter cet espace qui leur est dédié. Nassene Batouré a salué cette initiative. On le voit avec Michel Mambo. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en visite au Massa Fitini, espace entièrement dédié aux tout-petits, au Palais de la Culture de Treichville. Nassene Batouré se félicite de cette innovation du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan qui épouse entièrement sa politique de promotion de l'art et de la culture chez les enfants. À travers ce Massa Fitini, ce sont des talents qui vont être détectés au niveau culturel et qui pourront être orientés, qui pourront être préparés pour pouvoir tenir l'âme de notre pays en vie, parce qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et c'est encore l'occasion pour moi de féliciter Madame la ministre Françoise Remarque. Aux côtés de la ministre en charge de l'enfant, la ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme de la République centrafricaine. Comme marraine du Massa Fitini, Marie-Françoise Ngola espère une participation plus active de son pays au prochain Massa. Et toutes mes félicitations au président Ouattara qui investit dans la culture, dans les arts, et qui investit aussi dans la restitution des biens. Et le Massa est quelque chose qu'il faut vraiment vivre, c'est vraiment la magie. Ce qu'il faudrait faire, c'est de partager davantage cela. Donc je souhaite ardemment que pour la 15e édition, que la RCA, la Centrafrique, puisse participer. Dans le même temps, le Massa Off bat son plein dans la commune de Yopougon. Sur scène, groupe traditionnel, compagnie artistique, artistes zouglou, coupé décalé et danse contemporaine rivalisent de talent face à un public en effervescence. Non, c'est magnifique. Surtout cette année, le level est encore plus haut. Très bien organisé.
C'est la première fois que je vis le Massa à Yopougon. Aux côtés des festivaliers, le maire de la commune Adama Bictogo, représenté par son premier adjoint, Yaya Doumbia. Le maire Bictogo a donné un rendez-vous capital aux populations de Yopougon et il va communier avec les populations. Massa, c'est le marché des arts où on vient détecter les talents au niveau de la Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent s'expatrier. Donc le message, c'est que tout le monde soit là. Massa offre près de 8000 festivaliers attendus ce vendredi soir, place Figayo, pour un spectacle inédit. Et dans le reste de l'actualité, le détroit d'Ormuz est complètement ouvert. C'est ce qu'a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères dans l'après-midi. Une décision qui a provoqué la joie du président américain. Donald Trump a assuré qu'un accord avec Téhéran est très proche, annoncé dans la journée du jeudi par le président américain. Un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban à 21h le soir même, après une nouvelle journée de violents échanges entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que chaque oiseau ne sait qu'apprécier son nid. Dieu le voulant, on se retrouve demain.